Donc, je suis maître de conférence à Sciences Po Lyon et donc sinologue. Et je suis en train, en même temps que je vous parle, de chercher un texte, une pensée de Pascal par laquelle j'aimerais introduire. Bon, je le ferai de tête, hein, tant pis. Et donc, je suis depuis quelques années chargé de la gestion d'un diplôme qui s'appelle le diplôme d'établissement sur le monde extrême-oriental contemporain, qui est une formation vraiment solide, sans doute l'une des plus solides au niveau licence en France sur essentiellement Chine et Japon, mais avec une ouverture croissante sur Hong Kong, Taïwan, Corée et puis l'Asie du Sud-Est. Voilà. Mon domaine de recherche, c'est plutôt la géopolitique, mais avec une forte dimension historique et en croisant les différentes dimensions dans une géopolitique complexe, plus que faire une étude qui se rapporterait plutôt à la géostratégie. Voilà. Alors déjà, si vous voulez bien, je vais vous dire comment j'ai envie d'introduire ce propos. Et puis, avant tout cela, merci à l'association Place au débat d'avoir organisé ce débat, d'avoir tout de suite accepté cette proposition. Et puis, évidemment, merci beaucoup à Pierre-Antoine Donnet d'avoir accepté. Pierre-Antoine Donnet à Sciences Po Lyon, c'est pas rien, parce qu'il a d'énormes qualités de journalistes qui ont été salués par beaucoup, des très bonnes, une immense qualité d'écrivain. Il a beaucoup écrit des essais très réputés. Mais ce qui me touche le plus chez lui, en plus que c'est un homme de terrain et qu'il écrit sur des choses qu'il connaît vraiment, c'est en fait, si je puis dire, sa justesse de vue. Et sur le sujet qui nous importe, la Chine, les relations avec les États-Unis, force est de constater que les lignes idéologiques sont toujours assez marquées et sont toujours sous-jacentes dans les propos que peuvent être tenus, au point que des fois les bras nous en tombent de voir à quel point la réalité que nous, sinologues, connaissons et ce qu'en font certains hommes politiques ou journalistes, en absence totale de connaissance des faits, ou pire, en ayant été sur le terrain et en continuant à resservir des sornettes qui n'ont aucune valeur intellectuelle, si ce n'est d'être en fait proposées par la Chine et réintroduites en Occident par ces personnes-là, eh bien, quand on a face à soi quelqu'un qui, sur ces dossiers complexes, à mon avis, voit bien les choses et en plus ose le dire, ah ben, c'est merveilleux. Du coup, ce livre a été lu par un certain nombre de nos étudiants grâce à nos efforts, voilà, à l'association et à Pierre-Antoine et à moi. Donc, ma petite introduction, puis je pense que j'ai déjà mangé mon temps, ne va pas être de résumer le livre. Voilà, parce que ça n'a pas grand intérêt puisqu'on va demander justement à l'auteur de le présenter. Alors, je vais essayer, et je ne sais pas comment je vais arriver à tenir dans le temps qui m'est imparti, de montrer quelques grandes dimensions parmi de très nombreuses, quelques grandes dimensions en fait de géopolitique qui nous intéressent dans ce sujet et qui montreront pourquoi ce livre est vraiment très important. Et peut-être Pierre-Antoine pourra-t-il voir ses commentaires comme autant de pistes sur lesquelles il peut indiquer le point de vue qu'il a écrit dans ce livre. Alors, je voudrais commencer par une sorte d'anecdote, et puis tant pis pour la pensée de Pascal, qui était que nous avions, il y a quelques années, je ne vais pas donner la date et le nom, un diplomate sinologue très connu, qui était surnommé par ses collègues Radio Pékin. Voilà, donc Radio Pékin, c'est tout un programme. Je pense que Pierre-Antoine va reconnaître. Voilà. Et donc, dans mon point de vue, enfin, dans l'idée que j'avais, surtout à la suite d'une première rencontre il y a des années, quand j'étais étudiant à Sciences Po, je pensais vraiment que c'était quelqu'un voilà, ce que j'appelle aujourd'hui un sinobéa, la sinobéatitude. Quelle n'a pas été ma surprise de voir cette personne parlant couramment chinois, vraiment très, très au fait de la situation, de me dire texto, ça fait longtemps, donc je pense qu'il y a prescription, je peux le dire, et je cite de mémoire, l'avenir du monde sera en partie chinois, il y a tout lieu de s'en inquiéter, alors au lieu de se mettre la Chine à dos, essayons de la faire évoluer dans notre sens. Très, très, très intéressant cette phrase. Cela dit,
face à lui, voire même autour de lui, il avait à l'époque, et ça a duré jusqu'à l'année dernière, tout un clan, toute une frange de notre intelligentsia qui n'a jamais compris la Chine communiste. Alors cela a plusieurs raisons, on n'a pas le temps de le dire là dans cette petite introduction, mais il y a en tout cas des lignes idéologiques qui remontent à la césure de 1949, le passage de la République à la République populaire, et puis le camp donc qu'ont choisi la plupart de nos intellectuels pour des raisons complexes, c'est-à-dire celui de Mao, avec une absence souvent totale d'informations concrètes sur ce qui se passait. Et puis, une fois que ces informations sont arrivées, j'ai noté quand même, et tout le monde l'a noté, une grande difficulté de ces personnes à rejeter ce qui était leur point de vue précédent. Et quand ils l'ont fait, parfois des dizaines d'années après, eh bien, ce qui marque les esprits, c'est que quelque chose de plus grave encore est resté. On a tous le droit de faire des erreurs, et quand on est jeune, de s'emballer pour des idéologies, même si elles s'avèrent criminelles et terribles. Voilà. Mais quand on a passé, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et qu'après avoir rejeté officiellement, par exemple, certains excès terribles du maoïsme, qu'on continue à avoir un point de vue maoïste, une analyse maoïste des choses, alors même qu'on critique le maoïsme en soi, là, on a un phénomène de structure mentale qui est lié véritablement à l'atmosphère intellectuelle d'il y a 50 ans. Et cette atmosphère intellectuelle, même si tout le monde dénonce le maoïsme aujourd'hui, ou presque, eh bien, je crois pouvoir dire qu'elle est toujours en place dans les structures mentales des gens. Ça veut dire qu'en fait, on n'a toujours pas compris ce qui se passe en Chine, et rares sont ceux qui osent dire avec véhémence, avec clarté et avec, disons, des sources, de l'information, du terrain, de l'habitude, et en parlant chinois, que ce pays est en train d'inventer un modèle politique radicalement incompatible avec ce qu'on pourrait résumer chez nous, non pas la démocratie, non pas les droits de l'homme, l'humanisme. Je vais être très dur, je pense que la Chine aujourd'hui est la patrie de l'anti-humanisme. Or, on peut trouver, j'aurais pu aller vous chercher Confucius, dans la tradition chinoise la plus ancienne des royaumes antiques, des éléments qui auraient très bien pu nous permettre de voir la Chine converger avec nos modèles. Et d'ailleurs, j'introduis ici une distinction que peu font entre la Chine qui a fondé l'ONU, enfin qui a participé à la fondation de l'ONU, c'est-à-dire la République de Chine, fondée à Nankin en 1912, et qui se réduit à Taïwan en 1949, et la République populaire qui va suivre. La République de Chine a participé à la fondation de l'ONU. Elle a même d'ailleurs apposé sa signature sur la charte. Il faut l'oublier aujourd'hui pour bien rappeler que la République populaire, eh bien en fait, elle était déjà là. Elle est créée 4 ans après. Mais mieux encore, en 1948, la République de Chine, de Nankin, considérée comme nationaliste et presque fasciste par certains à un certain moment, eh bien, figurez-vous que c'est elle qui a envoyé ses plus chevronnés diplomates pour participer à la rédaction de la Charte universelle des droits de l'homme. Et cette Chine, elle a existé. Et la Chine républicaine, en dépit de tous les problèmes qu'elle a pu rencontrer, des excès qui ont pu la tenter, elle a tenté un modèle républicain. Elle était clairement, dans sa phase constitutionnelle, du côté des démocraties occidentales. Et c'est ce qui a été perdu avec la révolution communiste, qui n'a jamais ratifié qui a toujours refusé de ratifier cette charte universelle des droits de l'homme avant tout récemment. Et avec l'usage qu'elle en fait, aujourd'hui, on le connaît. Donc, en fait, cette Chine-là, on ne la voit pas, même si elle reste, disons, en partie aujourd'hui à Taïwan, on ne la voit pas. Et on vit toujours sur les séquelles de cette idéologie des années 60 qui fait dire que, bon, Mao Zedong, il a fait ses politiques ont conduit à des dizaines de millions de morts. Mais cependant, c'était quand même un régime communiste avec des idéaux. Alors, est-ce qu'un régime communiste avec des idéaux suffit pour l'absoudre de ses crimes?
Évidemment que non. Et on ne se pose pas la question comme ça en France, aujourd'hui, en 2021. C'est effrayant. Alors du coup, ce n'est pas très loin de notre sujet sur les relations entre la Chine et les États-Unis et qui va prendre le leadership. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à dire, ou j'avais tendance à dire jusqu'à il y a quelques années, qu'un État, une nation, un pays qui prétend à une stature réellement globale ne peut pas, quelle que soit sa force politique, économique ou militaire, y arriver si un minimum de ses valeurs ne trouve pas un marché dans le marché international des valeurs. L'ordre international dans lequel nous fonctionnons a été fondé en 1944-45 aux États-Unis sur 2 siècles et demi de pratique des relations internationales à l'européenne. Et bon an, mal an, ça a quand même fonctionné pour pacifier un certain nombre de conflits. La Chine arrive à un moment en 1978 avec ses réformes, à la fin d'un cycle où elle s'est refermée du monde à partir du début du 19e siècle, et quand elle réémerge, et bien avant d'être la puissance qu'elle est aujourd'hui, elle arrive dans un monde où les règles sont écrites par d'autres. À l'époque de Deng Xiaoping, ça passe encore, parce que la préoccupation, c'est le développement, sortir la Chine de ce développement. Mais aujourd'hui, ça ne passe plus, parce qu'on a véritablement changé de politique, et on sent bien, je fais court, évidemment, on n'a pas le temps, qu'on a aujourd'hui un dirigeant en Chine, pour parler du principal d'entre eux, ça reste une direction collégiale, de moins en moins, je pense, qui mélange à la fois une tentative de retotalitarisation du régime. C'est unique dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'un régime qui a été totalitaire, puis qui ne l'est plus, qui redevient totalitaire, on n'a aucun exemple dans l'histoire. Donc ce serait la première fois. Et ceci pourquoi? Pour plein de raisons, notamment, elle a pour elle cette phase contemporaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais il n'y a pas que ça. Ce régime en retotalitarisation est aujourd'hui arc-bouté sur un nationalisme qui est beaucoup plus fort que dans la période précédente et celle notamment de la présidence de Jiang Zemin, où on a vu poindre le nationalisme en partie comme substitut au fait que le communisme ne faisait plus recette. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le nationalisme est entré dans l'os, comme on dit en chinois, et en plus de ça, on lui greffe une option revancharde. Donc il est clair dans les discours, notamment de Xi Jinping, qu'on va chercher à restaurer la place normale, légitime de la Chine dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait, sachant que les règles sont écrites, d'accord? Et en fait, pour justifier ça auprès de la population chinoise, eh bien, on va faire ce que moi je propose d'appeler de l'humiliationnisme. C'est-à-dire qu'on va mobiliser tous les éléments que l'on peut, qui sont grosso modo liés à ce que les Chinois, pas nous, appellent le siècle de l'humiliation, sur lesquels on peut déconstruire un certain nombre d'éléments et non des moindres, et ce qui n'enlève pas du tout, évidemment, les critiques qu'il faut faire sur la politique de la canonnière et l'impérialisme européen, américain, japonais en Chine. Voilà. Donc, on est en fait devant un objet qui malheureusement est encore infiniment mal compris, alors que partout on voit sortir des éléments sur la Chine. Le dernier, c'était le numéro d'Esprit de décembre. Partout on voit des publications extrêmement passionnantes sur la Chine. Et la phrase de Pascal que je voulais citer, c'était quoi? C'était « la Chine obscurcie ». Il y a clarté à trouver, cherchons-la. Voilà. Et ça, je pense que Pascal, qui était dans un contexte intellectuel différent, c'est véritablement quelque chose de très très fort qu'il y a. Alors je vais conclure sur un point, si j'ai encore un tout petit peu de temps. La crise de la Covid a indubitablement changé quelque chose d'énorme en fracassant ce que j'appelle la sino-béatitude. Bon, c'est Elisabeth Lévy qui a créé le mot en 2005 dans une émission sur France Culture. Hein, c'est pas moi. Mais je trouve que c'est vraiment excellent. Ça l'a fracassé, ça l'a fêlé. Et on a des gens comme moi, comme Pierre-Antoine, comme beaucoup d'analyses critiques, enfin trouvé un auditoire qui était plus sensible à des choses qui sont pour nous évidentes et qui, en fait, jusque-là, choquaient les gens. On m'a dit un jour, mais enfin, les propos que tu tiens sont des propos racistes.
ce que j'avais dit n'avait rien de raciste. C'était une analyse qui ne faisait absolument pas d'ailleurs appel au racisme que je trouve, moi, par contre, en Chine, sur le monde. Et c'était véritablement le choc d'une personne qui ne connaissait rien à la Chine et qui se disait, mais enfin, des critiques pareilles, c'est quelqu'un qui n'aime pas la Chine, donc il est anti-chinois, donc il est raciste. C'est QFD. Et cette crise de la Covid, parce que les choses ont été cachées, puis parce qu'elles ont été manipulées, puis parce qu'on a, comment dirais-je, finalement refusé d'endosser la responsabilité de quelque chose de grave, et en plus inventé des discours abracadabrantesques, finalement, beaucoup de gens se sont rendus compte que bon, la Chine, ce n'était pas si glorieux que cela. Et malheureusement, juste après ça, c'était à peu près en février-mars, Pierre-Antoine, tu me diras si je me trompe, je crois que c'était février-mars, est lancée officiellement ou officieusement cette fameuse diplomatie des loups combattants qui coïncide exactement avec cette période où la Chine, par le biais de ses ambassadeurs missionnés par Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, vont commencer pour certains à attaquer de front les critiques occidentales, mais d'une nouvelle manière. Pas en disant tout ceci est faux, mais en disant quoi, entre autres choses, mais vous êtes complètement idiot parce que notre modèle fonctionne et le vôtre est en échec. Ça veut dire qu'en fait, ils ont nourri dans l'opinion de la qualité dont la qualité finalement est en partie dégradée par l'état des réseaux sociaux aujourd'hui, nourri dans l'opinion quoi? L'idée que nos démocraties, foutaise. On est en démocratie, mais vous plaisantez, ma bonne dame, c'est de la dictature en France. Et qu'en Chine, bah, c'est peut-être un régime dictatorial, mais n'empêche qu'ils réussissent. On oublie les différences fondamentales entre une démocratie imparfaite, toujours à construire, et une dictature imparfaite ou parfaite. Et ces différences, on les oublie partout aujourd'hui en France, au point que les gens qui passent leur temps à dire qu'on n'est plus en dictature, eh bien, ils font le lit de la démocrature et qu'un jour, eh bien, la réalité pourrait leur donner raison. Et c'est bien ce qu'a compris la Chine dans ce nouveau marché des idées illibérales. Et c'est l'un des grands dangers. C'est pour ça que les États-Unis restent encore aujourd'hui, et l'Europe devrait plus jouer ce rôle encore, un pôle qui doit affirmer ses valeurs parce que c'est un pays puissant. Et à côté de lui, il y en a un tout petit, je finis là-dessus, Taïwan, qui en Asie est l'un des rares, sinon des rarissimes, et peut-être même le seul, à être à la fois riche, démocratique, à avoir un taux de croissance positif l'année dernière, et qui applique nos valeurs et que nous passons notre temps à oublier, à mépriser et à souvent même ridiculiser. Voilà, désolé d'avoir été un petit peu long, mais je voulais mettre un petit peu de piment en étant provoquant, et je sais que Pierre-Antoine, lui, sera plus rigoureux et plus analytique. Monsieur Donnet, si vous voulez répondre et à votre tour introduire le débat. Bien sûr, avec grand plaisir. C'est un honneur pour moi de vous parler ce soir et je voulais vous remercier du fond du cœur. Stéphane, je crois que tu as pratiquement tout dit, alors je ne sais pas très bien ce que je vais rajouter. 400 pages. Juste quelques mots d'abord sur mon parcours. Vous êtes à Sciences Po, moi-même j'ai fait Sciences Po à Strasbourg il y a déjà quelques temps. Et après Sciences Po, j'ai fait l'INALCO où j'ai appris le chinois. Et je l'ai appris en partie sur le terrain, notamment à Taïwan, dont tu parlais, Stéphane. Et je garde dans mon cœur de très grandes émotions au contact de cette population taïwanaise que je retrouve régulièrement. Je dois dire que c'est vrai que l'attraction du maoïsme était très forte il y a de cela déjà très longtemps. Moi-même, quand j'étais adolescent, je le confesse, j'avais dans ma chambre, et pour le grand dent de mon père, un poster de Zhou Enlai. Mais je n'ai jamais été vraiment maoïste, bien que j'ai milité à Secours Rouge pendant quelques années. Et puis ensuite sont venues les désillusions, les illusions perdues. Et surtout, est venue la vérité sur cette faillite d'un système qui a causé la mort de millions et de millions de personnes. Alors, je crois qu'entre la Chine et l'Occident,
À partir de 1978, il y a eu une très grande incompréhension et une erreur fondamentale. L'Occident a pensé qu'avec les réformes économiques qu'avait lancées Deng Xiaoping, la Chine allait s'ouvrir non seulement au commerce, mais également aux idées. Et il y avait comme un regard amoureux de l'Occident vers la Chine. Les États-Unis avaient accompagné la Chine pour son entrée en fanfare à l'OMC en 2011. Les États-Unis avaient beaucoup aidé la Chine en cela, et ça avait été un coup politique majeur pour le régime chinois. Pour ensuite, quelle désillusion, constater que la Chine ne jouait pas les règles du jeu. Donc, à cet espoir a succédé la défiance. Et je pense que c'est dès là que date le début d'une prise de conscience. Le réveil a été très douloureux et il a été encore plus brutal à partir de 2012 et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Xi Jinping, tu le disais Stéphane, a mis en place un système toujours plus dictatorial avec un culte de la personnalité effréné. Et nous assistons aujourd'hui en fait à le choc entre deux modèles qui sont absolument incompatibles et irréconciliables. D'un côté, tu l'as dit, il y a celui d'une démocratie imparfaite, toujours à construire, et en face, il y a celui d'un monde fermé, moi je dirais d'une population prise en otage par un système et qui n'est plus capable d'avoir son libre arbitre pour comprendre quels sont les enjeux pour le monde et pour lui-même. Alors, qu'en sera-t-il pour demain? C'est là que j'introduis la dimension Chine-États-Unis. Le réveil a été brutal aux États-Unis. Il date de bien avant 2018. Il date en fait effectivement d'Obama, qui avait commencé à comprendre que les États-Unis avaient nourri en leur sein un serpent qui allait les piquer. Ce conflit s'est aiguisé avec Donald Trump à partir de 2018. Mais nous ne nous trompons pas, à l'époque, ce conflit était essentiellement commercial. Il n'y avait pas encore vraiment la dimension géopolitique. Celle-ci est en train de venir avec l'équipe de Joe Biden, qui a très bien compris quels étaient les enjeux pour demain. Et je dois dire que Joe Biden, pour répondre à ce défi, s'est entouré d'une équipe à tous les niveaux de l'administration américaine, d'experts de la Chine. C'est assez saisissant. Et je dois dire que là, je ne dirais pas que j'ai honte, mais je pense que la France est encore un petit pays, dans la mesure où il n'y a pas autour de notre président de la République de conseillers, comme il y en avait un à l'époque pour François Hollande. À l'époque, il n'y en a plus. Donc, où en est-on? Moi, j'irai un peu plus loin. Aujourd'hui, je m'inquiète de voir cet affrontement avec la montée des nationalismes et la montée des antagonismes des deux côtés. Antagonisme qu'on a bien vu la semaine dernière et encore cette semaine avec ces réactions complètement folles sur les réseaux sociaux chinois à l'égard de ces marques occidentales qui ont annoncé qu'elles ne se fournissaient plus en coton du Xinjiang pour protester contre le travail forcé des Ouïghours. 27 chanteurs, actrices chinois et chinoises ont décidé de rompre leur contrat avec ces marques occidentales. En face, nous avons aussi, aux États-Unis, une recrudescence des actes haineux contre les Américains d'origine asiatique, à tel point que Joe Biden a été obligé de réagir. Et on en est aujourd'hui dans cette situation de désastre intégral. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a, qui se profile à l'horizon, un risque de guerre. Et je n'hésite pas à employer ce mot. Je pense que la montée des tensions est en train de se focaliser autour de Taïwan pour en reparler. Et je me demande si ce n'est pas là que le conflit va naître autour de Taïwan dans les années qui viennent. Tout récemment, l'amiral commandant des forces américaines
sur les théâtres Asie-Pacifique, a bien expliqué que l'objectif de la Chine est de lancer l'assaut contre Taïwan, il a dit, dans les 6 prochaines années. Et aujourd'hui, on voit bien sûr une montée en puissance de l'armée chinoise à tous les niveaux. On voit très bien qu'elle se prépare à cet assaut qui arrivera peut-être un jour, où on verra des frères chinois s'entretuer. Alors, les États-Unis sont là pour défendre Taïwan. Le Taiwan Relation Act oblige les États-Unis à aider Taïwan à organiser sa défense. Mais il ne les oblige pas à entrer dans un conflit avec Taïwan. Ce jour-là, est-ce que les États-Unis le feront? Moi, je suis persuadé que oui. Et là, nous assisterons peut-être à un conflit qui va s'internationaliser. On voit très bien le Japon à côté, dont la Constitution interdit qu'elle ait recours aux armes pour régler ces différends internationaux. Elle ne restera pas les bras ballants. Elle va certainement s'engager. Pour le moins, elle offrira aux forces américaines un soutien logistique. N'oublions pas que l'armée chinoise va prendre pour cible, si cette guerre devait naître, obligatoirement, elle prendra pour cible les bases américaines sur le sol japonais. Donc, le Japon, qu'il le veuille ou non, sera entraîné dans la guerre. Par-delà, l'Australie aussi. Elle verra son environnement maritime bloqué et son économie asphyxiée. Elle sera, elle aussi, obligée de réagir. Les loups combattants. Là, je vois un grand désastre pour la Chine. C'est l'arroseur à arroser. On a vu l'ambassadeur chinois à Paris, Liu Xiaoye, et son ambassade décocher des insultes à l'égard d'Antoine Bondaz. Il voulait faire peur et intimider. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit. Immédiatement, il y a eu des milliers de témoignages de solidarité avec Antoine Bondaz. C'est pareil lors des sanctions chinoises à l'égard de l'Europe. Des centaines de think tanks européens se sont mobilisés pour déclarer leur soutien à ces chercheurs européens qui ont été pris pour cible. Donc, c'est la faillite d'une politique agressive qui ne marche pas. Et elle traduit quelque chose qui, pour moi, est absolument essentiel. La Chine est devenue un cas de conscience pour le monde et il faut y répondre. Et on assiste depuis quelques mois à une prise de conscience graduelle, progressive, mais inexorable du monde occidental face à cette prise d'otage chinoise de sa population. Wang Yi a déclaré il n'y a pas très longtemps que le Parti communiste était encore là pour durer 1000 ans. Il a déclaré au mis et tormis. Moi, je suis persuadé que c'est exactement le contraire. Nous sommes là, en fait, dans une course en avant, une course folle en avant, où le Parti communiste chinois, pour se sauver lui-même, est engagé dans une course de laquelle il ne peut sortir que perdant. Je ne sais pas si ça prendra 10 ans ou 20 ans, mais je suis absolument, intimement convaincu que le Parti communiste chinois arrive à bout de course. Un dernier mot pour parler de la crise du Covid. On a vu qu'effectivement, la mission de l'OMS qui s'est rendue en Chine a été corsetée, a été triée sur le volet, n'a pas eu accès à ses propres sources, mais a dû se contenter d'analyses qui ont été effectuées par des Chinois et donc n'a pas pu faire son travail. Aujourd'hui, il reste un énorme point d'interrogation. Le monde entier se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et le gouvernement chinois ne pourra pas s'échapper et se soustraire à cette question qui se pose à travers le monde. J'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Corcuff, et merci beaucoup, Monsieur Donnet, pour ces propos introductifs et très intéressants. Alors, Monsieur Donnet, vous avez rapidement résumé
j'allais dire, la thèse de votre livre. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments, beaucoup de thématiques abordées. J'aimerais commencer par un point que vous avez évoqué au début de votre introduction. Vous en parlez dans votre chapitre numéro 2, intitulé « La rivalité entre deux modèles économiques », dans lequel vous dites que ce développement économique hors norme, donc en Chine, est en grande partie appuyé sur une attitude bienveillante des États-Unis à l'égard de la Chine et un renforcement très sensible de leur coopération économique et commerciale. En 2001, après de longues négociations qui s'étendent sur une quinzaine d'années, la Chine est officiellement devenue membre de l'OMC, aidée en cela par les États-Unis, une importante percée diplomatique pour Pékin. Donc, c'est ce dont vous avez parlé en début de l'introduction. Et ma question est la suivante. Les États-Unis bienveillants ont-ils imaginé une seule seconde que l'empire du milieu n'allait, comme vous l'avez dit, pas respecter les règles, devenir déviant, allait les dépasser? Je crois qu'en fait, on est au cœur du sujet. Les États-Unis, de bonne foi, pensaient que la Chine allait suivre le chemin de la démocratie et des valeurs universelles, qui sont celles d'une bonne partie du genre humain. Et ça a été le contraire. La Chine s'est engagée dans une voie radicalement différente. Et donc, de là date, en effet, cet abcès de fixation qu'il a fallu crever. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on en est là. Et beaucoup d'eau a coulé depuis. Et ça n'a fait qu'aiguiser la controverse et l'antagonisme. Et alors, quel a été l'élément déclencheur, s'il y en a eu un, qui vous a encouragé vivement à écrire un bouquin justement sur la rivalité sino-américaine, puisque vous avez quand même des propos assez sérieux et dramatiques sur cette rivalité. Vous parlez d'une guerre, vous parlez de la fin du système communiste sur le long terme. Vous avez une opinion quand même très tranchée. Et pour rejoindre les propos de M. Corcuff, vous avez un propos qui ne fait pas l'unanimité en France, ou alors dont on s'intéresse peu finalement, parce que nous avons quand même tout de même peu connaissance en France de ce qu'est vraiment la Chine et le Parti communiste chinois. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Édouard, je pourrais interrompre juste ici. Bien sûr. Parce que la question que tu poses, la deuxième, est évidemment énorme. Pierre-Antoine, est-ce que tu me permets de donner 2-3 petits éléments sur ce que tu viens de dire sur la première question? Mais je t'en prie. Avant qu'on passe vraiment pleinement à la deuxième. Oui. En fait, on a changé d'époque en Chine à plusieurs égards. Je voudrais vous dire que les gens qui ont fait, disons, le printemps de Pékin en 1979, c'était les enfants de personnes qui avaient la mémoire de la Chine d'avant 1949. C'était leurs parents qui ont été réprimés, voire liquidés. Bon, mais ils savaient, en gros, que la Chine n'avait pas toujours été cet État totalitaire dont il demandait dès 1979 une évolution. Et puis, 10 ans après, on a Tiananmen. Ils sont encore un petit peu plus jeunes, mais force est de constater qu'à Tiananmen, on demande la démocratisation de la Chine et que depuis, on a changé de génération. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, les intellectuels, les étudiants, les écrivains, enfin, à part certains qui sont quand même vocaux, bien sûr, l'essentiel de la population aujourd'hui n'a jamais connu ce qui s'est passé avant 1949, c'est beaucoup trop loin, a été victime de la révolution culturelle, donc veut oublier tout ça et se dit finalement le développement c'est très bien et on ne veut pas forcément poser trop de questions, d'autant plus que c'est dangereux. J'ai eu en cours à Sciences Po Lyon une étudiante il y a quelques années qui m'a dit « Mais monsieur, vous parlez des événements de Tiananmen, mais en fait, c'est une invention occidentale. Ils n'ont pas eu lieu. C'est une théorie qu'on appellerait aujourd'hui conspirationniste. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de documents en Chine, qu'on n'en parle pas et que tout est réprimé. Donc ça veut dire qu'il y a eu un lavage de cerveau avec une cassure générationnelle radicale. D'ailleurs, c'est la même histoire qu'a suivi le Parti communiste. Mao Zedong, jusqu'en 1957, il était contraint à une direction collégiale. Et l'erreur du grand bond en avant était telle qu'on la lui a reprochée. Et lui, qui venait au congrès de Lushan pour y mettre un terme, ou en tout cas l'arranger, la relance parce qu'il est vexé d'être critiqué. Il est mis en minorité. Et c'est pour retrouver le pouvoir qu'il lance la révolution culturelle. Et là, on fonce dans
le délire. Et c'est pour mettre fin à ce délire que Deng Xiaoping établit certaines règles, notamment cette règle des 10 ans. Au bout de 10 ans, une équipe de dirigeants suprêmes doit quitter le pouvoir. Et notamment le premier d'entre eux, le président de la République, le secrétaire général et le président de la Commission centrale des affaires militaires, tout ça dans les mains de la même personne. Et cette règle était là pour stabiliser un régime qui ne sait pas comment se réformer. Et là, je suis, bon, comme sur tous les points, complètement d'accord avec Pierre-Antoine. Et il a fait sauter cette règle. En plus, il fait revenir à l'intérieur du parti une violence politique extraordinaire avec des règlements de compte qui, eux aussi, avaient disparu après l'arrestation de la bande des 4. Donc, il est en train de brutaliser ce régime et c'est précisément ce qui nous montre qu'effectivement, il est à bout de souffle. Et d'ailleurs, ça concorde. L'arrivée de Xi Jinping et sa prise en main du pouvoir et son orientation du pouvoir dans cette direction concorde aussi avec un certain nombre d'attentats qui ont lieu en Chine et qui contestent cette souveraineté chinoise partout sur ce qui est un empire. On sent que ça craque et que le développement économique ne suffit plus à obtenir l'adhésion des gens derrière. Et du coup, ce qui fait marcher ce régime aujourd'hui, eh ben, c'est qu'on a lobotomisé les gens. On les a noyés dans une culture commerciale et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Chinois moyen est convaincu, et aucune dictature n'a réussi, je pense, à le faire aussi bien, que si vous critiquez le Parti communiste, vous êtes anti-chinois. Excusez-moi, c'est deux choses radicalement différentes. Ça veut bien dire qu'en Chine, il n'y a pas de culture et de pensée politique démocratique qui permettent de penser que quand on n'est pas content d'un gouvernement, on peut faire une alternance. Et là, le Parti communiste a réussi à complètement lier les deux, ce qui fait que les gens n'osent même pas critiquer parce que personne n'a envie d'être considéré comme antinational. Donc, on a changé de Chine et ça, c'est absolument terrible. Désolé, c'était le petit commentaire que je voulais faire. Moi, je voudrais dire 2-3 petites choses. D'abord, tu as tout à fait raison, Stéphane. Effectivement, il y a une mémoire en panne. Tout récemment, une jeune Chinoise venue de Pékin a débarqué à Hong Kong et a rencontré mon fils qui y habite. Et cette jeune fille éduquée ne savait pas le massacre de la place Tiananmen. Elle l'a découvert. Donc effectivement, c'est assez incroyable, mais c'est la réalité. Maintenant, la démocratie et le monde chinois. Je crois qu'il y a un exemple vivant sous nos yeux qui montre que la démocratie n'est pas étrangère à la culture chinoise. Et je veux parler de Taïwan, pour reprendre ce que tu disais. C'est là un exemple vivant qui infirme la thèse de ceux qui affirment que la démocratie n'est pas faite pour la Chine. Taïwan le démontre tous les jours. Ensuite, je voulais parler aussi brièvement du siècle de l'humiliation. Certes, loin de moi l'idée de justifier le bruit des canonnières, mais il faut le resituer dans son contexte. Je crois que c'est important. Le contexte est toujours important. À l'époque, la dynastie des Qing était à l'agonie. Elle était crevée par la corruption. Elle était prête à tomber. Donc, quand les Occidentaux sont arrivés, la Chine n'était pas prête pour se défendre. Au contraire, l'impératrice Cixi avait préféré faire construire au palais d'été un bateau en marbre plutôt que de consacrer ses fonds à mettre en œuvre une flotte qui puisse résister à l'envahisseur. Donc, on en était là. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vais relayer la question de Yanni du chat, qui vous salue et qui se demande si l'on peut envisager une révolution de la part de la population chinoise. Sinon, quelles autres sorties pour le chemin emprunté par le régime communiste autre que la violence? C'est une très grave question. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses en main, mais je vais tâcher d'y répondre peut-être maladroitement. Je pense qu'aujourd'hui, Stéphane le disait, il y a effectivement des expressions de mécontentement.
Effectivement, ces attentats en sont une illustration. Il y a aussi une résistance au sein du Parti communiste contre Xi Jinping. Et Xi Jinping, en bon dictateur, a verrouillé tout partout. Et pour des raisons carriéristes, une bonne partie des dirigeants du Parti communiste préfèrent suivre le chemin indiqué par Deng Xiaoping plutôt que de risquer leur poste. Voilà. Alors, combien de temps ça prendra pour qu'il y ait un réveil populaire? Je crois que c'est une longue marche à venir, pour reprendre une expression ONI. Cela peut durer des années. Mais je pense que le facteur extérieur va jouer beaucoup. La Chine, enfin, les Chinois vont découvrir un jour qu'ils sont détestés. Ils vont se poser des questions. Ils vont finir par l'apprendre, même si tous les médias occidentaux sont censurés. Les nouvelles, malgré tout, arrivent sur place. Les gens se renseignent et finissent par savoir. Donc, il y aura un grand point d'interrogation qui sera posé à la population chinoise, à laquelle elle devra répondre. Et je pense qu'il y aura une sorte d'examen de conscience où la population chinoise va comprendre qu'on ne peut pas en rester là, qu'il faut trouver des réponses aux questions qui sont posées. Mais moi, j'aimerais bien continuer un tout petit peu sur cette dimension, même si on n'est pas proprement sur les États-Unis. Je le disais tout à l'heure, théoriquement, la gouvernance chinoise reste, comment dirais-je, à plusieurs personnes, notamment au sein du bureau politique. Voilà. Cela dit, Xi Jinping a manifestement établi son pouvoir sur tous les réseaux et règne à peu près seul. Mais on a parlé tout à l'heure tous les deux des loups combattants. Bon, bah, c'est cette politique qui, donc, je vous l'ai dit, donc, donne visiblement comme consigne à certains ambassadeurs qui le font aussi parce qu'ils ont une carrière à faire, des solidarités à afficher, un soutien à montrer au Parti communiste, qui vont donc attaquer les pays dans lesquels ils sont. En fait, j'aimerais qu'on s'interroge un petit peu sur cette politique, parce que la violence des attaques faites par les ambassades chinoises, et notamment sur cette affaire de notre collègue Antoine Bondaz, sont tellement énormes que ça pose une question. Alors, Pierre-Antoine vient de dire comment peuvent-ils ne pas se rendre compte, ou bien est-ce qu'on va finalement un jour se rendre compte? Moi, je pense que cette politique, au sein du bureau politique, ne fait pas l'unanimité, mais qu'elle est probablement, sinon décidée par Xi Jinping, du moins en tout cas, il l'accepte de la part de Wang Yi. Et peut-être même, ils se divisent les deux le rôle. C'est-à-dire que Xi Jinping, qui est extrêmement dur en Chine, quand il fait des discours sur l'Occident, se présente à l'étranger comme quelqu'un de charmant, modéré, qui parle d'histoire, d'investissement, etc. Bref, il joue le beau rôle. Et il laisse à Wang Yi le sale boulot d'attaquer les pays dans lesquels les ambassadeurs sont, pour montrer quoi? Quand un journaliste d'Antenne 2, il y a quelques jours, a interviewé le ministre dans l'ambassade de République populaire de Chine en France, il y a eu un échange terrifiant où à un moment, le journaliste français lui a dit « c'est vrai qu'on est, on est surpris de voir des loups combattants dans la diplomatie chinoise ». Et le diplomate chinois répond « oui, vous étiez sans doute plus habitué à avoir des agneaux ». Et il dit une phrase qu'il faut décrypter. Il dit « vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore habitué à avoir une diplomatie de loups combattants ». Ça donne le ton que cette politique commence à gagner du terrain en Chine. Elle est toujours, à mon avis, en phase de test. Et personne n'ose trop la contester, mais si ça va trop loin, je pense que ça peut faire un peu de grabuge au bureau politique. Et pour rejoindre ce que dit Pierre-Antoine, nous avons un rôle à jouer. Ce qui s'est passé sur ces sanctions et ce qui s'est passé sur notre collègue, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi, Pierre-Antoine. C'est absolument inacceptable. La Chine a franchi une ligne rouge qu'aucun diplomate n'avait jamais franchie. Et je pense véritablement qu'il aurait fallu, je ne sais pas si nos propos seront transmis, j'espère, que le ministère français des Affaires étrangères expulse cet ambassadeur, ni plus ni moins. Pourquoi une solution aussi grave? Parce que nous sommes à un tournant de l'histoire qui me fait furieusement penser à la période d'émergence du régime nazi
qui commençait à utiliser ses méthodes, sa philosophie pour impacter les relations internationales de l'époque. Or, nous sommes juste au tournant et si nous continuons à faire les mauviettes, la Chine aura évidemment l'indication qu'elle attend, elle tâtonne et on va lui donner la réponse qui est que ah oui, on n'est pas content, mais nous n'agirons jamais. Ce qui est différent de la question de Taïwan, en effet. Moi, je dirais une chose, c'est que cette diplomatie des loups combattants, elle va droit dans le mur. Elle ne mène à rien. Et je pense que Liu Xiaoye va être très mal noté à Pékin. Tu disais qu'effectivement, nous sommes tous concernés par les insultes. Personnellement, je m'attends à en avoir aussi parce que je viens de finir un nouveau livre qui va certainement en déclencher. Je voulais revenir sur la Chine est-elle isolée? Je crois qu'elle l'est de plus en plus. Certes, il y a l'inconnu, Russie. Mais l'alliance Chine-Russie, j'y crois pas. La Russie ne peut pas supporter d'être le petit frère. Ce n'est pas possible. D'autre part, on a bien vu que la Chine elle-même ne veut pas s'engager dans une alliance militaire avec la Chine, avec la Russie. Un général chinois l'a bien indiqué il n'y a pas très longtemps. L'Iran, c'est rien du tout. Pour le reste, certes, il y a beaucoup de pays qui ne réagissent pas ou qui continuent d'être amadoués par la Chine. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un lien de dominé-dominant. Il y a un lien de coercition. Donc ces pays n'ont pas les moyens de résister. Et ça viendra. Je voulais également parler du soft power. Pour gagner les esprits, il faut avoir un modèle convaincant. Ce n'est pas le cas. Les valeurs partagées, oui. Les valeurs partagées. On a aujourd'hui une Chine qui refuse les valeurs universelles. Elle est dans l'impasse. Elle ne peut pas séduire. Son soft power est en panne. Il va nulle part également. D'autre part, j'ai vu tout à l'heure une question qui a été posée sur les routes de la soie. Et cette question est très importante parce que quand Xi Jinping a annoncé ce programme des nouvelles routes de la soie en 2013 au Kazakhstan, il a pris de court tout le monde occidental. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y en a toujours pas aujourd'hui vraiment. Même si Biden a tout récemment annoncé qu'il pourrait y avoir une réponse avec une offre américaine qui pourrait concurrencer l'offre chinoise. Mais on en est encore dans un stade vraiment embryonnaire. En fait, les nouvelles routes de la soie, pour moi, c'est un instrument de domination et de prédation. C'est aujourd'hui évident. En Afrique, la Chine est là. C'est vrai qu'elle apporte beaucoup de constructions nouvelles. Elle participe au développement économique de ces pays africains. Mais en même temps, elle pille les ressources naturelles. C'est avéré également. Le sentiment anti-chinois est né en Chine et je pense qu'il va grimper. C'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative réellement crédible à ces pays africains qui demandent à se développer. La Chine a proposé, sans barguigner, des prêts, sans se soucier derrière ces prêts, quelles étaient les conditions des respects des droits de l'homme, etc. Elle était la seule à le faire et beaucoup de pays africains se sont lancés là-dedans, à corps perdu, pour ensuite découvrir qu'il y avait le piège de la dette. Donc on en est aujourd'hui avec une série de pays, pas seulement en Afrique, mais également en Asie du Sud-Est, qui ne sont pas en mesure de rembourser leurs prêts et qui sont obligés d'accepter des transferts de souveraineté. Par exemple, la Chine prenant un bail de 99 ans sur un port stratégique. Ce que je remarque, c'est que du fait de l'endettement considérable de la Chine aujourd'hui, la Chine n'est plus en mesure de continuer ses prêts. Ça commence à ralentir. Donc il y a des ratés dans le mécanisme. Très bien, merci beaucoup. Qui peuvent éventuellement retomber sur Xi Jinping. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement envisager, parce qu'il est déjà assez critiqué pour les nouvelles routes de la soie en Chine par des intellectuels et quelques journalistes. On peut imaginer aussi qu'au bureau politique, ça ne fait pas l'unanimité parce que ça draine des ressources considérables hors de Chine et que quand la solution chinoise face au non-remboursement des prêts est de demander
finalement des baux amphithéotiques de propriétés de territoires stratégiques dans les pays qui ne peuvent pas rembourser, eh bien, il faut dire les choses comme elles sont. La Chine est en train de constituer des concessions étrangères à l'étranger. Elle fait, grosso modo, ce que nous avons fait en Chine. Alors, évidemment, c'est très mauvais pour l'image de la Chine, et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de débat au bureau politique. Souvent, je résume la situation en disant, depuis cette Covid, mais ça a commencé aussi avec les nouvelles routes de la soie, en 3 mois, avec la Covid, la Chine a brûlé 30 ans d'efforts pour améliorer son image. Et ça continue de plus en plus vite. C'est dramatique. Alors maintenant, la question centrale, c'est est-ce qu'ils ne se rendent pas du tout compte, à savoir qu'ils ne comprennent pas notre psyché, pourtant ils sont très bien informés, ou est-ce qu'en fait ils la comprennent, mais ils s'en foutent désormais parce qu'ils ont tellement de confiance en eux qu'ils se disent on tâtonne et si ça passe, on passe. Et je pense qu'on est plutôt dans cette analyse-là aujourd'hui, mais c'est très, très, très présomptueux. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'obstacles sur ce chemin et que la Chine, dans quelques années ou décennies, retombe dans une situation de marasme qui va de nouveau nourrir un nationalisme et un revanchisme dans les années ou les siècles qui viennent, parce que la Chine est foncièrement incapable de décentrer son regard pour comprendre les autres de leur point de vue, se pensant toujours comme une civilisation unique. Stéphane, je suis pour l'essentiel d'accord avec toi. Il y a juste un point sur lequel je diffère légèrement. Confiance en eux. Moi, je pense que la confiance est perdue, personnellement. Je pense que tu disais qu'il y avait débat au bureau politique. Je pense qu'il y a certainement des personnes éclairées qui réfléchissent sur l'avenir de la Chine et qui sont en train de réaliser que la Chine est dans une impasse. On parle de la Chine première puissance économique du globe en 2028. Certes, ce sera probablement le cas, mais il ne faut pas oublier que ça, c'est en PIB à l'échelle d'un pays. Et un PIB par rapport à un PIB par habitant, on en est encore très loin. La Chine est encore en retard. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Stratégie de conquête, on en arrive aux limites aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Je vois la main levée de Charles Gilbert, s'il veut poser sa question. Oui, merci messieurs pour vos propos. Je reviens sur ce que vous aviez dit, monsieur Donnet, par rapport à une guerre entre la Chine et les États-Unis. Je me posais cette question de cet affrontement qui pourrait peut-être être militaire, si je vous ai bien compris, au niveau de Taïwan, par exemple. Après, est-ce que ça serait peut-être pas finalement désavantageux à la fois pour la Chine au niveau diplomatique et ensuite, comme vous l'avez dit, si en plus elle est de plus en plus isolée, quel allié elle pourrait faire appel dans cette guerre, et en sachant quand même, je pense que niveau militairement, la Chine reste quand même en deçà, après encore une fois je parle sous votre contrôle, des États-Unis d'Amérique. Écoutez, en fait, il faut garder en tête que l'Armée populaire de libération a réalisé des progrès considérables ces dernières années. L'APL aligne 400 navires de guerre en mer de Chine méridionale. En face, il y a la 7e flotte, c'est vrai. Mais la Chine a mis au point, ses ingénieurs très doués ont mis au point toute une série de missiles ultra performants, des missiles tueurs de porte-avions. Et la 7e flotte et les États-Unis en ont parfaitement conscience. Et aujourd'hui, cherchent des réponses pour reprendre l'avantage que certains disent déjà qu'ils ont perdu en Asie-Pacifique. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais on n'en est peut-être pas très loin. Donc, je pense que Xi Jinping est loin d'être un imbécile, bien au contraire, donc il ne va pas se lancer dans une aventure sans être sûr de gagner. Exactement. Donc, ça prendra encore du temps. Est-ce que ce sera 6 ans, 10 ans? J'en sais rien. Mais il mettra, avant de lancer l'assaut, toutes les chances de son côté. Mais en face, encore une fois, il y a
une sorte d'alliance qui est en train de se dessiner. Donc, le régime chinois aura fort à faire. Et c'est pour ça que le statu quo peut encore se prolonger quelque temps. D'autre part, ce que je remarque, c'est que l'armée taïwanaise fait également des progrès, aidée en cela, bien évidemment, par les États-Unis. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministère de la Défense taïwanais avait dit qu'il avait procédé à des essais de missiles de longue portée. C'est les premiers. Donc, on en est là. Ce que je remarque aussi, c'est que l'armée populaire de libération est en train de s'entraîner sur des copies de cibles réelles à Taïwan. Donc, il y a clairement un objectif qui est affiché. Il y a des milliers de missiles qui sont installés le long des côtes orientales de Chine pointées sur Taïwan. La Chine sait que pour gagner, il lui faudra un effet de surprise, parce que tout se jouera en l'espace de 2 ou 3 jours. Si elle n'y arrive pas, ce sera perdu. Donc, l'effet de surprise sera absolument capital. Alors du coup, j'aimerais bien, je suis désolé de reprendre la parole à chaque fois alors que c'est le temps est pour notre intervenant, mais j'aimerais bien parler un petit peu de ça aussi, parce que c'est un sujet que j'affectionne beaucoup. Je peux? Oui, bien sûr. Bien sûr, allez-y. Il y a 2 cas en fait dans lesquels le gouvernement chinois serait conduit à faire la guerre. Le premier, comme vient de le dire Pierre-Antoine, c'est s'il est certain de gagner. Or, il ne sera jamais certain de gagner. Donc, ça repousse quand même d'un bon moment d'analyse et d'hésitation. C'est difficile de savoir. Les Taïwanais ont des ressources militaires cachées. Les Américains cultivent une certaine ambiguïté sur leur intervention. Or, c'est précisément ce qu'un dirigeant communiste déteste le plus, l'absence de prévisibilité. Donc, ils interviendraient s'ils sont sûrs de gagner, mais ça reste une question théorique. Il y a un deuxième cas, en fait, qui est beaucoup plus inquiétant, mais qui, parce qu'il est compris comme tel par les acteurs géopolitiques, pour l'instant n'est jamais arrivé. Ce cas, c'est qu'en fait, la Chine, même sachant ne pas pouvoir gagner, ou n'étant pas assurée de pouvoir gagner, sera contrainte par son ego national et le tapis dans lequel elle se prend les pieds depuis 1949 avec cette histoire de Taïwan, qui est, comme on dit en anglais, self-inflicted pain, eh bien, qu'elle se sentira contrainte d'intervenir parce qu'un phénomène tel que, voilà, une déclaration à Taïwan de changement de nom du régime, de République de Chine en République de Taïwan, par exemple, ou une reconnaissance diplomatique, de nouveau, de la République de Chine par un certain nombre d'États, et surtout en coalition du genre Japon, États-Unis, France, Canada, Australie, et ça peut arriver dans quelques années. Et dans ce cas-là, la Chine probablement serait contrainte d'intervenir dans tous les cas. Pour la Chine, il y a, comme vous l'avez dit, un danger diplomatique. Certes, et il est important dans la mesure où ça brouillerait véritablement le projet des nouvelles routes de la soie et d'expansion internationale de la Chine. Mais surtout, l'attaque de Taïwan, qui ne serait pas suivie d'une victoire, c'est le début de la fin du Parti communiste en Chine. Tout à fait. Les conséquences sont juste incalculables. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'horizon de la guerre est de plus en plus présent, mais également sans arrêt repoussé. Donc mon analyse est la suivante. Xi Jinping sait que la situation géopolitique ne lui est pas favorable, et j'ai même tendance à dire que depuis 2 ans, elle l'est de moins en moins, et qu'ils font tout ce qu'il faut pour qu'elle ne le soit plus du tout. Quand on voit le lancement ou le relancement de l'Indo-Pacifique, qui ne dit pas son objectif principal, mais qui veut évidemment être une réponse à l'expansionnisme de la Chine, etc., on voit bien que la situation vire à la crise pour la Chine. La reconnaissance, la visibilité de Taïwan partout dans le monde depuis la crise de la Covid va dans le même sens. Donc, qu'est-ce que peut faire Xi Jinping? Préparer la Chine à l'attaque, techniquement, stratégiquement, en termes de missiles, d'armées, etc., de préparation, au cas où la situation géopolitique change. Et ça, c'était le calcul, à mon avis, de Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la boursouflure
de leur ego national, leur confiance en eux, qui peut-être effectivement est en train de s'effondrer. Il faudrait être un blaireau pour ne pas voir ce qui se passe dans le monde, sur l'image de la Chine évidemment. Eh bien que, en fait, ils se rendent compte, ou ils ne se rendaient pas compte, que jusque-là, eh bien, la situation, enfin, ils voyaient que la situation leur était globalement favorable parce qu'on n'osait pas trop. Mais ça, c'est en train de changer. D'où la violence de la réaction de la Chine aux sanctions européennes, parce qu'ils ne veulent rien laisser passer. Pourquoi on a eu une 4e crise dans le détroit de Taïwan à partir de septembre? Eh bien, parce qu'en août, Trump, dans l'une des bonnes choses qu'il a faites sur un plan diplomatique, je le dis, je le pense, c'est que, trop tard évidemment, mais juste avant de partir, pour que la Chine ne puisse pas vraiment l'attaquer là-dessus, mais que ce soit fait pour son successeur, c'est-à-dire d'envoyer des ministres à Taïwan. Évidemment, l'ancien président Lee Teng-hui étant mort en juillet, ça tombait très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le secrétaire d'État avant de quitter le pouvoir, quelques jours avant, de suspendre, d'abolir toutes les restrictions des contacts entre les deux administrations qui étaient en place depuis 1979. Donc la Chine ne peut que voir que la situation géopolitique lui est de plus en plus défavorable. Et si j'étais Xi Jinping, je me calmerais parce qu'il est attaqué de tous les fronts. Je vous rappelle, on parlait de la Russie tout à l'heure, que pendant la crise entre la Chine et l'Inde sur la frontière indienne, concomitante au lancement de la 4e crise du détroit de Taïwan, qu'est-ce que fait le ministre russe des Affaires étrangères? Eh bien, il fait une déclaration comme quoi il est urgent pour la Russie d'envoyer des troupes sur la frontière russo-chinoise qui est la plus longue du monde. C'est quand même incroyable. Donc les Russes, ils sont amis s'il le faut, enfin, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Donc oui, en effet, la Chine, je pense, est très isolée et à pérorer comme elle le fait en cachant la réalité et surtout en le cachant à soi-même et à sa population, elle risque d'avoir des belles déconvenues. Merci beaucoup. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Je souscris à tout ce que tu dis. Et je rajouterai simplement que ce rapprochement entre les États-Unis et Taïwan continue de se concrétiser. Tout récemment, pour la première fois depuis 42 ans, un ambassadeur américain qui se rendait à Palau a fait escale à Taïwan. Et là aussi, il y a un symbole et un message en direction de Pékin. Ce que je constate aussi, c'est que suite aux intimidations de l'ambassadeur Lou Charrière à l'égard de sénateurs français, on en est aujourd'hui à des sénateurs français qui sont en train de mettre au point un projet de loi pour appuyer la montée de Taïwan dans des institutions internationales. Donc là aussi, c'est l'arroseur à arroser. Donc oui, je crois que voilà, le régime chinois, ta démonstration va dans mon sens, il va droit dans le mur. Je voulais rajouter juste une chose sur cette ambiguïté américaine, sur l'entrée en guerre éventuelle des États-Unis aux côtés de Taïwan. Oui, de moins en moins. Hein. Tout récemment, un militaire américain a déclaré, vous savez, pas la peine de revenir sur cette ambiguïté. Elle était la même lors de la guerre de Corée. Nous n'avions rien dit et nous sommes entrés en piste. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais m'attarder maintenant sur la relation de la Chine avec l'Europe et reprendre la question de Rodrigue Branchet qui se demande à quel point vous intégrez la dépendance occidentale envers la Chine pour des ressources stratégiques comme les matériaux rares par exemple et comme le dit Quentin Gagnery concernant la dépendance technologique de l'Europe envers la Chine. Donc, comment vous analysez ces faits et cette relation entre ce continent et l'Empire de Milieu dans votre analyse de cette bataille du leadership? Juste avant, je voudrais apporter une toute petite précision sur les relations Chine-Taïwan. Je crois que ce qui s'est passé à Hong Kong a marqué la mort du concept de Deng Xiaoping d'un pays du système. Et c'était le modèle que le régime chinois offrait à Taïwan. Ce modèle s'est effondré. Il a disparu corps et âme. Et plus que jamais,
la population taïwanaise ne veut pas entendre parler de réunification. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, il y a une grande dépendance européenne à l'égard de la Chine qui s'est manifestée lors de la crise sanitaire. On a bien vu que c'est la Chine qui produisait les masques et le matériel sanitaire et qu'on en était extrêmement dépendant. Mais là aussi, tout cela a suscité une réaction et au plus haut niveau de la Commission européenne et des États membres pour réagir et pour retrouver des espaces de souveraineté qui étaient perdus. Et à ce titre, moi je me réfère à une déclaration de Thierry Breton, toute récente, qui a déclaré qu'il fallait que l'Union européenne mette sur pied de toute urgence une industrie des semi-conducteurs pour retrouver là une souveraineté perdue. Parce qu'une bonne partie de l'avenir de la technologie du monde moderne se fera autour des semi-conducteurs. C'est une guerre qui est lancée et qui est partie pour durer très longtemps. Et dans ce domaine, je voudrais souligner que la Chine est en retard. Le grand géant est taïwanais, c'est TSMC, qui est en mesure de graver des semi-conducteurs à 7 nanomètres. La Chine ne peut en produire qu'à 20 nanomètres. Donc, elle est très dépassée. Il lui faudra de nombreuses années, si tant est qu'elle y arrive un jour, pour rattraper son retard. Et j'avais une question personnelle. Nous avons reçu il y a à peu près 15 jours l'eurodéputé Raphaël Glucksmann qui mène un combat pour faire respecter les droits humains dans le monde et notamment dans le Xinjiang, dans la communauté ouïghour. Et donc, je lui demandais quelle était la place, quel était le poids d'un eurodéputé qui travaille pour l'Union européenne face à la Chine, sachant que, vous le dites vous-même dans le livre, que la Chine contourne Bruxelles et s'adresse directement aux grandes puissances européennes. Donc, en fait, il bénéficie de la faiblesse de l'Union européenne pour carrément ne pas respecter de relations directes. Et donc, ma question est la suivante. Alors que Raphaël Glucksmann dit qu'on devrait plus se faire respecter, on doit imposer notre pouvoir en tant que vieux continent, est-ce que vous pensez que c'est légitime et que c'est possible dans ces conditions que l'Union européenne soit plus, je peux emprunter le mot autoritaire ou plus sévère envers la Chine? Écoutez, je vais répondre en deux temps. D'abord, pour dire qu'effectivement, la Chine, pendant longtemps, préférait traiter directement avec les États membres plutôt qu'avec l'Union européenne en tant que telle. Et les choses ont changé. Elle a été contrainte de changer de politique. Tout ça parce qu'elle a dû reconnaître la puissance européenne comme étant un partenaire en tant que tel. Et tout ça s'est matérialisé pendant les 7 ans qu'ont duré les négociations sur l'accord sur les investissements. Là, s'est cristallisé le fait que l'Europe était ensemble unie. Et c'est là où s'est cristallisé le fait que la Chine devait traiter avec un partenaire unique. Mais là aussi, on en arrive à un moment de vérité. Parce qu'en fait, avec les sanctions européennes et avec les contre-sanctions chinoises, il apparaît aujourd'hui de plus en plus probable que ce traité, sur lequel Xi Jinping comptait énormément comme moyen de levier contre les États-Unis, est voué à l'échec. Parce qu'il doit être voté par le Parlement européen et il semble de plus en plus probable qu'il n'y aura pas de majorité pour le voter. S'ajoute à cela qu'il existe encore un deuxième cran, c'est que ce traité doit être entériné par les 27 pays membres. Donc c'est une cause perdue. Et en plus, Joe Biden laisse entendre, enfin même a décidé de suspendre temporairement les sanctions commerciales face à l'Europe, en accord avec l'Europe d'ailleurs qui fait pareil. Donc ça veut dire que nous rapprochons et que le partenariat transpacifique, il est toujours vivant, même si Trump s'en était retiré, et que eh bien, la Chine, là encore, risque de se retrouver assez seule, faute d'avoir réalisé que sa position de plus en plus dure ne plaisait pas à tout le monde. C'est un caprice de gamin
qui est arrivée trop vite à maturité et qui, parce elle s'est bourré la tête avec des conceptions comme ce que je disais, le revanchisme, le nationalisme, l'humiliationnisme, eh bien, a pensé que son temps était venu. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les relations internationales. Alors certes, on a laissé faire des Sudètes ou des invasions ici et là avec des régimes un petit peu durs, mais Taïwan, c'est autre chose. Un, les semi-conducteurs, déjà. Deux, toutes les technologies que les Américains ont vendues pendant des décennies, sur le plan militaire notamment, à Taïwan. Si Taïwan passe sous la Chine, eh ben, ces technologies passent en Chine. Et puis, troisièmement, il faut penser une chose très simple, géographique, c'est que toute la façade, toute la côte pacifique de Taïwan, qui est superbe d'ailleurs, superbe, elle sera parsemée. Je confirme. Elle sera parsemée tous les 50 km d'une base de béton en eau profonde pour les sous-marins chinois qui auront un accès immédiat à l'océan Pacifique. Donc, ça n'est pas possible. C'est pour ça que l'ambiguïté américaine, elle n'est pas si, finalement, elle n'est pas si grande, parce que plus ça va, plus on réalise que Taïwan passant sous le giron chinois, c'est une nouvelle ère des relations internationales qui s'ouvre. Alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Là aussi, je souscris tout à fait à tes propos, pour souligner que finalement, avec un peu de recul, Donald Trump faisait bien les affaires de la Chine, parce qu'il s'est employé à détricoter toutes les alliances à travers le monde, et tout cela, pour la Chine, c'était du pain béni. Mais c'est terminé. Joe Biden, aujourd'hui, s'emploie avec Anthony Blinken à restaurer, à réparer les liens qui existaient autrefois. C'est le cas avec le Japon. Le Premier ministre japonais va bientôt aller en visite officielle aux États-Unis. Biden a été invité comme invité de marque pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Toute une série de symboles sont là pour le montrer. C'est pareil pour la Corée du Sud. Blinken est allé en Corée du Sud pour restaurer le lien de confiance entre la Corée du Sud et les États-Unis, juste avant le face-à-face d'Anchorage, qui a été un désastre, comme on le sait. J'ajoute que Blinken s'est rendu en Europe récemment pour là aussi restaurer le lien avec l'OTAN. Et Biden lui-même a participé à une conférence, une visioconférence avec les différents chefs d'État européens pour là aussi restaurer la confiance. Donc tout est là pour montrer que le temps travaille contre la Chine. Alors, j'aimerais revenir en détail sur ce que vous venez de dire. Dans votre chapitre 3, vous expliquez, donc c'est le grand partage du monde, la compétition géostratégique. Donc c'est là où vous parlez un petit peu de la diplomatie entre les deux pays. Vous expliquez que donc, du coup, sous la présidence Donald Trump, les États-Unis ont montré un grand désengagement international en se retirant donc, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de l'UNESCO, des accords de Vienne sur le nucléaire iranien, des accords de Paris, et j'en passe. Donc finalement, est-ce que les États-Unis n'ont pas un peu tendu le bâton pour se faire battre et pour se faire un petit peu dépasser par la Chine, pardon, qui, elle, de son côté, a fait et continue de faire un maximum de forcing pour apparaître dans les instances de direction des grandes institutions internationales. Ah, oui, tout à fait. Là aussi, l'effacement de la diplomatie américaine a permis à la Chine un entrisme extraordinaire dans les institutions internationales. Les exemples sont très nombreux. Et j'ajoute pour compléter ma question, donc pourquoi il y a eu une stratégie si comment expliquer, si claire et si voilà, je veux dire sans contour et si déterminé, et d'un coup avec un changement de présidence on se met à faire totalement l'inverse. Comment on peut expliquer un différentiel de diplomatie et de stratégie internationale si important entre deux présidents d'un même pays? Je reviens sur ce que vous disiez. Vous utilisez le mot stratégie pour Donald Trump. Non, il n'y avait pas de stratégie, justement. C'était l'abandon d'une stratégie. C'était ouvrir la voie à l'entrisme chinois. Donc aujourd'hui, oui, il y a une stratégie de reconquête. C'est ça qui fait toute la différence.
Très bien. Est-ce que, Monsieur Corcu, vous voulez ajouter quelque chose à ce propos? Sur ce point, une vision un peu iconoclaste, je suis d'accord avec Dimon sur le détricotage des accords internationaux des États-Unis sur tous les domaines et que les Chinois se sont frottés les mains, puisque jusque-là, ils étaient un peu contraints à faire des accords subrégionaux, n'osant pas forcément faire des accords multilatéraux internationaux de remplacement de l'ordre international existant. Cependant, il y a un paradoxe que je trouve assez intéressant. Souvent, l'idiot du village, il met le doigt sur le vrai problème, qu'on n'ose pas voir ou qu'on n'ose pas dire. Et je trouve que pendant la présidence précédente, celle de Barack Obama, on a eu une mollesse face à l'émergence de la Chine qui était à tout le moins coupable, puisque nous avions tous les éléments pour la tester. Et surtout sur les dimensions belliqueuses de cette émergence. Et rien ou presque n'a été fait. C'était pour moi des paroles en l'air. Et en fait, pour des raisons commerciales, comme tu l'as rappelé, Pierre-Antoine, ce n'était pas une stratégie pensée sur l'avenir du monde. Il a commencé à attaquer les États-Unis en répondant d'ailleurs que ce n'est pas lui qui attaquait le premier, mais c'est qu'il ouvrait un dossier trop longtemps fermé et que la Chine avait abusé pendant des années, ce qui est vrai aussi. Mais rappelez-vous que quand il a lancé ça, il était seul. Et tout le monde se dit « Oh, c'est imbécile, enfin, il est complètement… » Bon, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2 ans de temps, eh bien, tout le monde s'est plus ou moins rendu compte que oui, c'est vrai, finalement, la Chine avait vraiment abusé, est arrivée la Covid, etc. Et finalement, autant il a une politique très néfaste sur les liens des États-Unis avec le monde et sur le multilatéralisme en général, autant sur la question de la Chine, il a débloqué quelque chose. Il a fait sauter un tabou. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Je pense que la Covid l'a beaucoup aidé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine manière, il a passé cet héritage quelque part à Joe Biden et son équipe, qu'ils auraient eu plus de mal à présenter comme une évidence s'ils avaient eu d'eux-mêmes à négocier ce changement fondamental face à la Chine. Et donc ça, je trouve que, bon, quelles que soient nos options et notre appréciation du personnage, encore une fois, parfois les gens un petit peu, voilà, j'ai dit l'idiot du village, pardonnez-moi, c'est pas extrêmement gentil, mais les gens qui n'ont pas de réflexion stratégique, qui sont pas très intelligents, parfois ils mettent le doigt sur des choses que les autres n'osent pas voir ou qui sont engoncés dans des discours diplomatiques. Mais bon, je me trompe peut-être. Alors, j'ai vu une question là qui est apparue à laquelle je voudrais répondre sur la dépendance occidentale, européenne en particulier, à l'égard de la Chine. C'est vrai que c'est le cas. Alors, on a bien vu que d'atelier du monde, la Chine est devenue peu à peu le laboratoire du monde. Donc, on assiste à une transformation qui est assez sidérante. Ça n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça en prend le chemin. Et c'est vrai que dans les hautes technologies, il y a des niveaux d'excellence en Chine qui interpellent. 28 000 km de TGV en Chine, 27 fois le réseau français, où on a mis 30 ans à le mettre en place alors que la Chine a mis 10 ans. La voiture électrique, le nucléaire civil, où là maintenant les ingénieurs chinois maîtrisent toute la filière de A à Z. La Chine a, n'oublions pas, mis en ligne, sans tambour ni trompette, 2 centrales nucléaires EPR en décembre 2018 et décembre 2019, là où la France accumule les retards et les coûts supplémentaires pour Flamanville. La voiture à hydrogène, un petit peu l'aviation civile, la robotique. Quelque part, je dois bien tirer mon chapeau. Mais cela étant dit, je pense que nous gardons encore un écart, une avance technologique dans bien des domaines. Et il ne faut certainement pas rougir de honte, au contraire, mais les mettre en avant. Et je voulais rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que les pays occidentaux, en particulier européens, doivent retrouver une souveraineté industrielle. Alors ça prend du temps, dans le secteur des médicaments par exemple. Là aussi, on a vu notre dépendance. Quand nous avons eu besoin de nos médicaments, on a découvert que 80% des médicaments étaient produits en Chine et en Inde, essentiellement en Chine.
là aussi, il y a une réaction européenne. Elle est là, elle est patente. L'Europe a décidé de relocaliser l'industrie pharmaceutique progressivement. Alors, on ne met pas en marche tout ça en 2 ans. Ce sont des entreprises de longue haleine. Donc, il nous faudra du temps, mais ça se fera. On a l'expérience des chocs pétroliers, il ne faut pas l'oublier. On pourrait nous supprimer les terres rares tout d'un coup, puisque quelqu'un posait la question. Oui, ben, on survivra. Et n'oublions pas que ce qui se passe aujourd'hui, la prise de conscience qu'on a de devoir relocaliser des industries se fait en temps de paix relative. On n'est pas dans une guerre mondiale. Donc on a le temps il faut faire vite, mais on a quand même le temps d'y penser, de réfléchir, de préparer. Et si on ne loupe pas cette occasion historique, on peut tout à fait, le monde hors chinois est suffisamment grand, avec des grandes puissances industrielles telles que le Japon, les États-Unis, l'Europe, l'Inde aussi, il ne faut pas l'oublier, et l'Australie, qui peuvent très très bien nourrir une altermondialisation dans laquelle la Chine n'est pas le point central. C'est possible, mais c'est difficile. Tout à fait. Pour reprendre l'exemple des terres rares que vous abordiez tous les deux, là aussi, il y a eu une réaction. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que la Chine produisait 90% des terres rares et qu'il y avait là un levier extraordinaire dont pouvait se servir la Chine pour paralyser la production dans beaucoup de secteurs, mais absolument déterminants, vitaux pour l'économie occidentale. Eh bien, moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour Donald Trump, comme vous l'avez peut-être remarqué, mais je note quand même que c'est lui qui a décidé de réagir et de mettre en route, de rouvrir des mines de terres rares aux États-Unis et de remettre en route la filière des terres rares. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Charles Gilbert lève à nouveau la main. Je lui laisse ouvrir son micro et poser sa question. Oui, j'avais aussi une autre question au niveau de la démographie plutôt du pays. On remarque que pendant de nombreuses années, le nombre d'habitants en Chine a explosé. C'est un des pays les plus peuplés, mais on voit qu'il est rattrapé par d'autres pays, par d'autres voisins d'ailleurs, notamment l'Inde, et que finalement, ça ne sera, du moins cette démographie-là est en train de se diminuer. On voit bien, je crois qu'en 2019, on a eu, je crois, le nombre de naissances le plus bas depuis la fin des années 40. Du coup, on voit qu'on s'adapte finalement sur un modèle des pays qui sont assez développés, c'est-à-dire plutôt des couples chinois qui finalement font moins d'enfants, avec donc un taux de natalité moins important. Donc, je voulais savoir si ça avait un impact. J'imagine forcément que c'est un impact, mais de facto, quel type d'impact ça pourrait avoir sur le long terme sur ce type de pays? Dans mon livre, en fait, j'y consacre une section parce que c'est en effet une faiblesse intrinsèque du développement de la Chine aujourd'hui. En 2027, c'est l'Inde qui sera le pays le plus peuplé au monde. Et 2027, c'est après-demain. Depuis 2019, il y a plus de décès que de naissances en Chine. Donc, c'est un vrai problème. Paradoxalement, on en arrive vraiment à une situation qu'on n'imaginait pas, où la Chine commence à manquer de bras. Ça, c'est une chose. Et on voit également s'ajouter un autre problème, dont on ne sait pas très bien comment le gouvernement chinois va pouvoir s'en dégager, c'est qu'avec le vieillissement de la population, il y a un coût monstrueux pour assurer les retraites de ces gens, pour assurer les financements des retraites. Donc là, on est effectivement devant un grand point d'interrogation qu'il faudra bien solutionner un jour. Et les infrastructures médicales. Alors, la Chine développe énormément ses infrastructures médicales pour l'accompagnement de la vieillesse, mais il reste toujours le même problème fondamental partout en Chine, la corruption. Oui, la corruption, c'est effectivement un autre frein. C'est un autre frein au développement. Vous le savez, Xi Jinping a lancé une campagne contre la corruption à partir de 2013. Sur les 90 millions de membres du Parti communiste chinois, on pense qu'il y en a à peu près 5 millions qui ont été sanctionnés à divers degrés. Donc ça fait déjà quand même un paquet. Mais on est loin du compte et
Je pense que la corruption fait partie intrinsèque du régime. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme ça. Alors évidemment, maintenant, les cadres du régime font attention, prennent des précautions. Il n'y a plus de grands dîners fastueux, de voyages à l'étranger, d'achat de produits de luxe. On fait gaffe. Mais ceux qui vont à l'hôpital, eux, doivent toujours payer, les médecins. Absolument. Et c'est ça le problème, c'est que oui. l'avenir de la santé en Chine pour une population de vieux croissant de manière démesurée va poser le problème de leur capacité à payer les frais et de pouvoir passer devant les autres, de pouvoir avoir un rendez-vous, et tout ça se paye en Chine. Donc le développement chinois est véritablement toujours avec des points d'interrogation partout, hein. Alors juste encore un dernier mot sur la corruption. Bien sûr, il ne nous aura pas échappé que Xi Jinping se sert de la corruption comme étant un outil politique très puissant pour éliminer ses opposants. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Alors, nous sommes 19h30, donc je pense que nous allons bientôt conclure. Est-ce que, messieurs, vous voulez ajouter des dernières remarques, avoir chacun le mot de la fin? Je laisse d'abord la parole à M. Corcuff, s'il veut commencer. Eh bien, fidèle à mon côté provoquant que nos étudiants ici présents connaissent bien, je vais faire une remarque un peu brutale, qui est qu'on a beaucoup de choses dans l'histoire et la culture, la littérature et la philosophie chinoise, de quoi faire converger nos modèles, sans les fusionner. On pourrait très bien imaginer, mobiliser des choses que j'ai dans ma bibliothèque, que tous les sinologues ont dans leur bibliothèque ou même dans leur tête, pour effectivement adapter la mondialisation sans la siniser, mais en la sinisant en partie, et pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ce savoir-là n'est plus en Chine parce qu'il est disparu dans certains cas ou qu'il est vu de manière totalement idéologique. Je serais ravi d'avoir M. Lu Shaye, l'ambassadeur, devant moi et on pourrait parler d'histoire de Chine. Et je peux vous dire, ça va être très prétentieux ce que je veux dire, mais que ce serait super simple de lui fermer le caquet. Parce que ces gens-là ont une vision extrêmement pauvre et pathétique de l'histoire de la Chine. Et comme je passe mon temps dedans, j'adorerais avoir ce genre de discussion. Mais c'est quand même grave, parce que ça veut dire que tout ce que la Chine pourrait produire pour faire une nouvelle mondialisation qui s'adapterait à l'émergence de la Chine, mais qu'il faudrait faire aussi avec l'Inde ou avec le Brésil, eh bien, elle l'oublie, elle le cache, elle le manipule. Et quand nous, sinologues, nous avons des discours informés, pointus, iconoclastes et parfois revendicatifs, parce qu'on en a marre de les entendre dire ce genre de niaiseries, eh bien, on reçoit des courriers qui nous menacent, on reçoit des interdictions de mettre le pied sur le sol de la République populaire de Chine. C'est un régime malade et je pense qu'il faut lancer une nouvelle discipline qui est une psychanalyse de la modernité chinoise. Je pense qu'on en est dans l'ordre du psychanalytique. Alors, c'est amusant, Stéphane, que tu parles de vouloir rencontrer Lu Shaye pour un débat. J'ai exactement la même envie. J'espère que quand mon prochain livre va sortir, cela pourra se produire. Parce qu'effectivement, j'aurai beaucoup de choses à lui dire. Alors moi, je voudrais conclure brièvement pour dire que, pour revenir à ce que je disais en début d'entretien, c'est que la Chine aujourd'hui est un cas de conscience pour le monde. On le sait, la civilisation chinoise a été une lumière sur le monde pendant des siècles. Pendant des siècles et des siècles, au moment où l'Europe du Moyen-Âge se débattait contre la peste bubonique et la faim. Donc il y avait là une exemplarité extraordinaire. Tout ça, c'est fini. Alors la question que je me pose, c'est quand est-ce que le peuple chinois va de nouveau communier avec nous pour apporter son génie qui est là et qui n'attend que l'occasion de pouvoir se manifester. Très bien, merci beaucoup pour ces mots de la fin. Écoutez, c'était un véritable plaisir d'avoir débattu ensemble aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir posé des questions vraiment intéressantes qui ont pu
enrichir le débat. Merci à Monsieur Corcuve pour sa participation et merci à Monsieur Donnet d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, on prend rendez-vous l'année prochaine pour la présentation de votre prochain livre, Monsieur Donnet, en espérant que Lou Chai accepte notre invitation. Ça pourrait être une belle évolution sur ce qu'on vient de faire. Et voilà. Lou Chaillet. Lou Chaillet, pardon. Voilà. Et je vous enverrai mon livre. Il va sortir au mois d'août. Et son titre, c'est Chine, le grand prédateur. Chine, le grand prédateur. C'est parfait. Et nous mettrons le lien de votre boutique, de la boutique de votre éditeur dans notre article sur notre site internet www.placeaudébat.fr. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Place au Débat. Merci d'être venus nombreux. Bonne soirée à tous et merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci à vous, j'étais très heureux. Au revoir. Au revoir.